et votre son. Voilà. Est-ce qu'on peut partager? Donc, Madame Sahraoui va nous parler des spécificités pédiatriques des Mickey. Vous commencez quand vous voulez. Alors, bonjour tout le monde. Et sans trop tarder, on va passer aux spécificités pédiatriques des maladies inflammatoires de l'intestin. Alors, comme vous le savez tous, les maladies inflammatoires de l'intestin sont représentées principalement par deux pathologies, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. La maladie de Crohn, comme vous savez, c'est une maladie inflammatoire qui touche l'intestin de la bouche jusqu'à l'anus. Et le plus souvent, l'inflammation touche toute l'épaisseur de l'intestin et du coup, c'est des patients qui sont exposés à un risque important de complications, notamment les perforations et les fistules. Pour ce qui est de la rectocolite hémorragique et à l'opposé de la maladie de Crohn, l'inflammation est limitée au rectum et au côlon. Il n'y a pas d'intervalle libre et le plus souvent aussi, l'inflammation, elle est superficielle. Elle ne dépasse jamais la muqueuse ou la sous-muqueuse. Alors, si vous n'avez pas assez d'arguments cliniques, endoscopiques, histologiques en faveur d'une maladie de Crohn ou une RCH, on parle d'une colite chronique inclassée. Alors, quelle est l'ampleur du problème des Mickey pédiatriques par rapport aux Mickey de l'adulte? Alors, une chose très importante qu'il faut savoir, c'est que les Mickey pédiatriques ont d'emblée un phénotype plus sévère, avec une symptomatologie le plus souvent très grave, agressive et des lésions plus étendues que celles rencontrées chez l'adulte. Alors, par exemple, dans la maladie de Crohn, on ne trouve jamais chez l'enfant une atteinte iléocécale isolée, chose qu'on trouve souvent chez l'adulte. Le plus souvent, cette atteinte est associée à une atteinte du grêle et ou du côlon. Aussi, la RCH. La RCH, chez l'enfant, on note l'extension des lésions. Le plus souvent, c'est des malades qui se présentent dans un tableau sévère de poncolite. Une poncolite, c'est une atteinte de tout le cadre colique. Alors, comme vous voyez, donc, la sévérité de la symptomatologie clinique et la sévérité et l'étendue des lésions exposent aussi ces malades à des complications, notamment les sténoses et le recours à la chirurgie dans les 2/3 des cas. Alors, le deuxième point qu'il faut aussi en parler ici, c'est le retentissement des Mickey pédiatriques sur la croissance et la puberté. Donc, ces deux paramètres, c'est très important, c'est primordial de les prendre en considération quand vous prenez en charge un enfant pour une Mickey. Le troisième point, c'est l'atteinte familiale qui est fortement présente chez l'enfant, aux alentours de 30% des cas. Donc, c'est important de la chercher par l'interrogatoire. Et le dernier point dont j'insiste beaucoup, c'est l'émergence de formes précoces des maladies inflammatoires de l'intestin qui touchent l'enfant le plus jeune, le moins de 6 ans, voire même des nourrissons. Comme vous le savez, nous avons toujours su que les maladies inflammatoires de l'intestin touchent le grand enfant, l'adolescent. Par contre, ces dernières années, on assiste à des formes plus précoces et plus sévères. C'est ce qu'on appelle les VO-IBD, c'est les Very Early Onset IBD. Ce sont des formes, le plus souvent des formes monogéniques de morbidité, mortalité très élevée. Après ce bref rappel sur les spécificités, les caractéristiques des Mickey pédiatriques, voyons maintenant quelle est l'incidence des Mickey pédiatriques dans le monde. Alors, si on voit sur cette carte géographique, on a des pays dits de forte incidence, où l'incidence dépasse les 8 cas pour 100 000 enfants. Ici, par exemple, aux États-Unis, certains pays aussi nordiques de l'Europe, l'Irlande, la Finlande, le Danemark, et on a aussi des pays de moyenne incidence, où l'incidence entre 4 et 8, ici par exemple en Australie et certains pays de l'Asie.
Pour ce qui est des pays de faible incidence, où l'incidence est entre 0,1 à 4 cas pour 100 000 enfants, ici par exemple, certains pays du sud européen comme la France, l'Italie, l'Espagne, ici par exemple la Libye. Par contre, tout ce que vous voyez en gris, c'est des pays dont on ne connaît pas l'incidence de ces pathologies chez l'enfant. Malheureusement, l'Algérie fait partie de ces pays-là. On ne connaît pas l'incidence de cette pathologie. Donc, d'où l'intérêt de créer des registres dans chaque wilaya pour recenser, voire même identifier ces malades. Alors, après l'incidence, voyons maintenant quelle est la pathogénie des maladies inflammatoires de l'intestin. Alors, vous savez, nous avons toujours su que les maladies inflammatoires de l'intestin sont la conséquence d'une interaction entre facteurs génétiques, environnementaux et immunologiques. Alors, ces dernières années, on parle plus d'une réaction immunitaire anormale vis-à-vis du microbiote intestinal chez des sujets prédisposés génétiquement et sous l'influence de facteurs d'environnement. Alors, la plupart des études ont démontré que le microbiote intestinal de ces patients est anormal, perturbé, avec une diminution de la diversité bactérienne et une augmentation des bactéries dites pro-inflammatoires et une diminution des bactéries dites régulatrices. Alors, cet état, cette perturbation est appelée la dysbiose. Alors, cette dysbiose est à l'origine de la perturbation de ce système immunitaire et donc l'augmentation de la perméabilité intestinale et toute la cascade qui se suit par la suite d'inflammation au niveau de l'intestin. Alors, chez des sujets, on l'a bien dit, prédisposés génétiquement, on a bien dit que chez l'enfant, par exemple, 30%, il y a une atteinte familiale. Et jusqu'à ce jour, il y a plus de 100 gènes qui ont été identifiés, qui sont impliqués dans la pathogénie de ces maladies. Alors, je cite le plus ancien que vous connaissez tous, j'en suis sûre, c'est le NOD2, qui est responsable de la reconnaissance bactérienne. On a d'autres gènes, comme le gène du récepteur interleukine 23 et plein d'autres gènes. Alors, pour ce qui est des facteurs d'environnement, alors, elles sont très nombreuses. Plusieurs facteurs ont été incriminés, le régime alimentaire, la sédentarité, le mode d'accouchement, l'allaitement maternel, la cigarette, l'utilisation des antibiotiques, plein d'autres facteurs d'environnement. Donc, tous ces facteurs, ils sont à l'origine qui vont perturber ce microbiote qui joue un rôle très important dans la pathogénie de ces pathologies. Donc, après ce bref rappel sur la pathogénie, voyons maintenant comment poser le diagnostic de ces maladies inflammatoires de l'intestin chez l'enfant. Alors, le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments anamnéstiques, cliniques, biologiques, voire même endoscopiques et histologiques. Alors, on a bien dit sur le plan anamnestique, c'est très important de chercher bien sûr l'atteinte familiale, l'histoire de la maladie, le début de la symptomatologie. Alors, le plus souvent, cette symptomatologie clinique, elle n'est pas très différente de celle rencontrée chez l'adulte. Une symptomatologie digestive faite de diarrhée, de douleurs abdominales. La présence du sang, par exemple, est observée surtout dans la RCH. Et bien sûr, l'atteinte périnéale, les pustules, les abcès de la région périnéale, qui sont caractéristiques de la maladie de Crohn. Alors, la spécificité pédiatrique de ces MICI, c'est le retentissement sur le plan nutritionnel et aussi sur la croissance et la puberté. Alors, on peut avoir aussi d'autres signes atypiques comme la pâleur, qui peut être un signe évocateur, la fatigue, la dépression, l'anorexie, le changement de comportement ou des fébricules à répétition. Alors, je vous montre ce travail qui a été réalisé en Angleterre et en Irlande et sur une belle série de maladies inflammatoires de l'intestin. Ils ont trouvé que les maîtres symptômes, c'est la diarrhée et la douleur abdominale retrouvée dans la maladie de Crohn, la RCH et la colite inclassée. Le sang qui est présent dans les selles, c'est surtout dans la RCH. Et les lésions anopérinéales sont retrouvées surtout dans la maladie de Crohn. Alors, pour ce qui est de ces lésions anopérinéales, qu'est-ce que c'est que ces lésions anopérinéales ou ce qu'on appelle les LAP? Ce sont l'ensemble des lésions qui sont attribuées à la maladie de Crohn et qui touchent le canal anal, la peau du périnée, le bas du rectum et la cloison recto-vaginale. Alors, ils sont représentés principalement par des ulcérations, des suppurations, des fistules
et des sténoses. Alors, toutes les recommandations ECHO, ASPGAN, les recommandations internationales recommandent d'examiner systématiquement la région anopérinéale chez tout patient qui est suspect d'être atteint d'une MEKI. La croissance, qu'est-ce qu'on peut dire sur la croissance et ces maladies inflammatoires de l'intestin? Alors, la plupart des études ont démontré, surtout dans la maladie de Crohn, que la croissance est atteinte. Il y a un retard de croissance, surtout dans la maladie de Crohn, qui peut aller jusqu'à plus de 50% des cas. Ça veut dire qu'un malade sur deux peut présenter un retard de croissance avec une vitesse de croissance aussi inférieure à la vitesse de croissance normale pour un enfant de son âge. Et aussi, la taille finale. La taille finale a été étudiée de ces patients-là. Ils ont trouvé que la taille finale des enfants, surtout la maladie de Crohn, ils ont une taille inférieure à celle de la population générale, avec une différence moyenne en fin de croissance de 6 cm. Alors, d'où l'intérêt, donc j'insiste sur le suivi de la courbe de croissance de ces patients tout au long du suivi de ces patients. La puberté aussi. La puberté, elle est atteinte dans les maladies inflammatoires, notamment la maladie de Crohn. Voilà cette étude qui a démontré que les filles présentant une maladie inflammatoire de l'intestin, ils ont un retard d'apparition des ménages par rapport à la population générale. Et c'est pareil pour les garçons aussi. Ils ont un retard pubertaire par rapport à la population générale. Et en général, ce retard pubertaire participe à l'aggravation du retard de croissance. Alors, je vous montre un de nos malades, Amine, qui a 15 ans, et c'est un grand garçon qui consulte pour un retard pubertaire. Et quand on a fait l'interrogatoire, nous avons constaté que la maman décrit que son enfant ne prend pas du poids depuis plus d'1 an et que son enfant, il était toujours un petit mangeur, tout le temps fatigué, il a de temps en temps des selles molles. Alors, quand on a tracé sa courbe, comme vous voyez ici, il y a une cassure de la courbe staturopondérale qui remonte à 2 ans. Donc, dans le cadre de l'investigation de ce retard pubertaire, nous avons fait un bilan standard et là, nous avons tombé sur un syndrome inflammatoire important, une CRP, une VS accélérée. Et donc, devant son syndrome inflammatoire et cette symptomatologie décrite par la maman, la non-prise du poids, le retard de croissance, nous avons réalisé d'emblée une endoscopie digestive qui a montré qu'il était en faveur d'une maladie de Crohn. Ici, juste pour vous dire qu'il ne faut pas attendre à avoir une symptomatologie classique, digestive, diarrhée, douleur abdominale et du sang dans les selles pour dire qu'on est devant une maladie inflammatoire de l'intestin. Alors, un petit mot sur les VOIBD, les Very Early Onset IBD. Alors, elles représentent 15% des MEKI pédiatriques avec une incidence de 4 pour 100 000 enfants. Alors, la pathogénie, jusqu'à ce jour, n'est pas claire. Vous voyez ici ce jeune nourrisson, moins de 2 ans, qui présente un délabrement anal très important. Alors, la pathologie, elle est très sévère le plus souvent, avec une morbidité, une mortalité très élevée. Par contre, il y a toute une terminologie qui a été internationale pour classer ces patients. Alors, on peut parler d'une IBD néonatale chez les nouveau-nés de moins de 28 jours, une IBD chez le nourrisson, moins de 2 ans, et les Very Early Onset IBD chez les moins de 6 ans. Alors, à côté de ce que je viens de citer comme signe, c'est important aussi de chercher les signes extra-digestifs. Les signes extra-digestifs que vous connaissez tous, les signes articulaires, l'oligoarthrite, la sacroïlite, les signes cutanés aussi, l'érythème noueux, lactose buccale et bien sûr la teinte oculaire. Alors, autre chose, j'aimerais bien insister, quand vous suivez une maladie inflammatoire de l'intestin chronique, c'est très important de demander de temps en temps un bilan biologique hépatique à la recherche d'une hépatite auto-immune qui est fréquente dans 10 à 30% des cas. Aussi, la cholangite sclérosante prémitive, qui représente, heureusement, elle est rare dans 1 à 5% des cas, mais elle n'est pas aussi rare qu'on le pensait. Et moi, personnellement, dans notre service, nous avons un cas qui présente une association maladie de Crohn et une cholangite sclérosante primitive.
Alors, une fois donc que vous avez une symptomatologie évocatrice, bien sûr, il faut confirmer par des examens. Alors, on passe d'abord par des examens biologiques. Donc, les examens biologiques, on peut demander une biochimie classique qui n'est pas spécifique au MEKI, c'est à la recherche du syndrome inflammatoire, notamment la CRP, la VS, la formule, l'électrophorèse des protéines. Il faut aussi apprécier le retentissement de ces pathologies sur le plan nutritionnel, bien sûr, clinique, on l'appelle cliniquement, et aussi sur le plan biologique. Donc, il faut demander l'albumine, la ferritinémie, le cholestérol et la vitamine D surtout, et certains vitamines. On peut aussi demander les tests immunologiques que vous connaissez tous, les ASCA et les ANCA, mais il faut dire que malheureusement, ils ont une faible sensibilité et spécificité. Par contre, si vous avez le profil ASCA positif, ANCA négatif, c'est plus en faveur d'une maladie de Crohn avec une valeur prédictive qui avoisine les 95-96% des cas. Et si vous avez un profil ASCA négatif, ANCA positif, c'est plus en faveur d'une RCH, une valeur prédictive positive qui peut aller jusqu'à 100% des cas. Alors, j'aimerais bien aussi vous en parler à propos d'un examen qui prend de plus en plus de la place dans le diagnostic et le suivi des MEKI, soit chez l'adulte, soit chez l'enfant. C'est la calprotectine fécale. Alors, c'est quoi la calprotectine? La calprotectine, c'est une protéine qui est sécrétée par les neutrophiles en cas d'inflammation intestinale et elle se trouve d'une quantité importante au niveau des selles. C'est pour ça cet examen est demandé au niveau, c'est-à-dire recherché dans les selles. C'est un test simple et c'est un très bon marqueur d'inflammation de la muqueuse. Par contre, il n'est pas spécifique au MEKI. Donc, il peut être positif ce test dans d'autres colites infectieuses. Donc, toute inflammation intestinale peut donner une calprotectine fécale positive, par exemple, n'importe quelle pathologie qui entraîne l'inflammation. Donc, par contre, c'est un examen qui peut faire la différence entre les MEKI et le syndrome de l'intestin irritable. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est important de demander cet examen dans notre contexte? Et la réponse est non, parce que, premièrement, c'est un examen qui n'existe pas au niveau des hôpitaux et qui coûte très, très cher. Il n'est pas spécifique, on n'a pas besoin de ce bilan pour dire qu'on est devant une MEKI pédiatrique. Par contre, moi j'aime bien ce bilan, surtout lors du suivi de ces patients. Donc, quand vous avez un malade et à un certain moment, vous suspectez une rechute. Et là, vous n'avez pas assez d'arguments pour dire que vous êtes devant une rechute et vous ne voulez pas, bien sûr, réaliser une endoscopie. Quand même, ça reste un examen invasif et qui coûte très cher aussi. Et dans ces cas-là, la calprotectine a sa place. Et donc, si la calprotectine est très élevée, donc c'est plus en faveur d'une rechute. L'imagerie. Alors, quelle est la place de l'imagerie dans le diagnostic des MEKI pédiatriques? Alors, on a plein d'examens à visée diagnostique, l'échographie abdominale, l'endoscopie haute et basse, l'entéro-IRM et l'IRM pelvienne, surtout dans les lésions anopérinéales, cette IRM pelvienne qui a largement remplacé la fistulographie, qui n'a plus de place dans le diagnostic des fistules ou des lésions anopérinéales. On a d'autres examens aussi, on ne les a pas dans notre contexte, mais c'est important de les connaître, la vidéocapsule et l'entéroscopie à double ballon. Alors, pour ce qui est de l'échographie abdominale, c'est un très bon examen, non invasif. Malheureusement, on ne lui donne pas beaucoup d'importance, pourtant il est très bien. Il peut montrer un épaississement intestinal de type régulier, donc modéré, donc qui peut être en faveur, qui peut nous orienter vers une maladie inflammatoire intestinale, surtout au niveau du grêle. IRM. Alors, l'entéro-IRM. Alors, l'entéro-IRM, c'est un excellent examen. Il permet de montrer l'épaississement pariétal intestinal. Alors, quand est-ce qu'on demande ce bilan? On demande ce bilan quand on suspecte une atteinte du grêle, l'ilium ou le jéjunum, et c'est-à-dire une zone où ni l'endoscopie haute ni l'endoscopie basse n'arrive à atteindre cette partie-là. Et dans ce cas-là, le meilleur examen, c'est l'entéro-IRM, voilà, qui va nous montrer l'épaississement, l'étendue des lésions, l'inflammation, est-ce qu'elle est aiguë ou chronique. Alors, cet examen qui a largement aussi remplacé l'entéroscan. Il ne faut plus demander d'entéroscan, quand même, c'est un examen irradiant. Donc, ça a été remplacé par l'IRM, l'entéro-IRM.
Alors, on passe maintenant à l'endoscopie. L'endoscopie digestive qui représente quand même, qui est considérée comme le gold standard en matière de moyens de diagnostic des MICI. Donc, vous avez l'endoscopie haute et basse. Et bien sûr, chez l'enfant, il faut demander les deux. Par contre, chez l'adulte, on a tendance plus à demander la colonoscopie. Bien sûr, il ne faut pas oublier de demander des biopsies. Donc, 2 biopsies en zone saine et 2 biopsies en zone pathologique pour chaque segment. Donc, je vous montre quelques images ici. On a des ulcérations aptoïdes. Ici, on a des ulcérations superficielles étendues. Ici, on a des ulcérations creusantes en faveur d'une maladie de Crohn, avec un grand risque de perforation ou de sténose. Ici, c'est une RCH qui montre le saignement en nappe, l'aspect granité. Alors, en termes de ces examens endoscopiques, bien sûr, la biopsie, donc les médecins anapathes, en général, connaissent très bien la différence entre le Crohn et la RCH. Donc, ils ont certains paramètres qu'ils vont étudier pour faire la différence, notamment l'architecture des cryptes, la présence ou l'absence du granulome inflammatoire, l'inflammation aspect aiguë ou chronique et plein d'autres paramètres. Donc, je ne vais pas trop insister sur ça. Alors, en termes de tous ces examens, tout ce que je viens de citer, avant de passer au traitement, c'est très important de classer votre malade et classer la sévérité de cette pathologie pour qu'on puisse proposer tel ou tel traitement. Alors, comment classer la sévérité? Alors, on a des scores pédiatriques. On a l'index d'activité pédiatrique de la maladie de Crohn qui est simple et qui prend en considération certains paramètres cliniques comme la diarrhée et aussi le poids, par exemple certains paramètres biologiques, l'hématocrite, l'albumine. Alors, si vous avez ce score qui dépasse les 30 points, alors on peut dire qu'on est devant une atteinte sévère. C'est pareil aussi pour la RCH. On a aussi l'index d'activité de la RCH qui prend en considération, comme vous voyez, certains paramètres. Alors, si le score est plus de 65 points, on parle d'une RCH sévère. Alors, une fois que vous avez classé votre patient, bien sûr, il faut proposer une prise en charge thérapeutique. Alors, quels sont les grands principes de la prise en charge? Les grands principes, premièrement, c'est d'obtenir la rémission clinique, biologique, voire même histologique. Le deuxième point, c'est de préserver la croissance staturo-pondérale, éviter les symptômes invalidants chroniques comme les lésions anopérinéales, et bien sûr le maintien d'une bonne qualité de vie, le soutien psychologique. La plupart des enfants hospitalisés pour de longue durée, des hospitalisations à répétition, donc ils ont besoin d'un soutien psychologique. Alors, qu'est-ce qu'elles disent les recommandations? Les recommandations ECHO, IceGAN. ECHO, c'est l'Organisation européenne de la maladie de Crohn et la RCH, et l'IceGAN, c'est la Société européenne de gastro-entérologie et nutrition pédiatrique. Alors, ces sociétés savantes nous proposent un arsenal de traitements très large pour induire la rémission ou maintenir cette rémission. Alors, pour l'induction de la rémission, on a la nutrition entérale, on a la corticothérapie et on a la biothérapie. Alors, pour le maintien de la rémission, on a les immunosuppresseurs, le méthotrexate, le 5-ASA et bien sûr les anti-TNF-alpha qui peuvent être utilisés pour maintenir la rémission. Alors, quelle stratégie thérapeutique faut-il adopter devant tel ou tel mal? Alors, on a deux stratégies, soit chez l'adulte, soit chez l'enfant. On a la stratégie dite le step-up ou le top-down. Le step-up, c'est-à-dire qu'il faut aller mollo. On commence par des traitements non agressifs, mais qui sont efficaces, 5-ASA, puis on monte les corticoïdes, et ainsi de suite. Par contre, le top-down, c'est de commencer d'emblée par des traitements agressifs mais qui sont très efficaces, comme les anti-TNF-alpha. Et malheureusement, en pédiatrie, on opte souvent par cette stratégie, le top-down. Pourquoi? Parce que c'est sévère et des lésions très étendues, donc il ne faut pas s'amuser à donner des traitements qui ne sont pas vraiment efficaces, donc il faut taper fort. Et toutes les études ont démontré, plus on traite précocement, on tape fort, plus ces enfants ont un meilleur pronostic. Alors, lequel choisir comme traitement? Alors, le choix du traitement dépend bien sûr de l'intensité de la poussée, l'âge du patient et le stade de la maladie. Alors, les indications des sociétés savantes recommandent l'utilisation en première position, surtout dans la maladie de Crohn, l'atteinte luminale, la nutrition entérale exclusive.
Alors, la nutrition entérale exclusive modulaire, je pense que vous connaissez tous, hein, c'est une diète polymérique spécifique à base de protéines, hydrates de carbone et de lipides. Et la spécificité de ce traitement, c'est qu'il contient un facteur de croissance appelé le TGFB qui a des propriétés immunorégulatrices et anti-inflammatoire et qui est bien toléré par les malades. Donc, sa nutrition entérale, en général, est donnée en exclusivité pour une période de pas moins de 6 à 8 semaines. Et l'efficacité est très bien, l'efficacité clinique, biologique, voire même histologique. Malheureusement, on n'a pas ce traitement dans notre contexte. La plupart du temps, les malades le ramènent soit de l'étranger, soit il y a certains malades qui l'ont ramené de l'hôpital militaire. Alors, je vous montre cette méta-analyse récente qui a comparé la nutrition entérale versus corticoïdes. Alors, ils ont trouvé qu'il n'y a pas de différence significative entre l'efficacité de ces deux médicaments, voire même que la nutrition entérale a un effet supérieur à la corticothérapie, surtout pour la réduction de l'index d'activité en court terme. Alors, quelle est la position de ces sociétés savantes vis-à-vis des corticoïdes? Alors, les sociétés savantes recommandent d'éviter les corticoïdes. On a bien dit pourquoi, parce que ça casse la croissance et la plupart du temps, surtout dans la maladie de Crohn, c'est des patients qui viennent avec un retard de croissance. Alors, voilà, il faut les éviter au maximum, sauf pour certains patients dont on ne trouve pas, on n'a pas la nutrition entérale, par exemple, ce qui se passe dans notre contexte. On peut proposer une corticothérapie sur le plan pratique. Alors, sur le plan pratique, moi personnellement, je propose la corticothérapie devant une RCH qui ne retentit pas sur la croissance. Donc, on peut proposer, si on n'a pas bien sûr la nutrition entérale, on propose une petite corticothérapie, d'accord? Et si vous avez une atteinte localisée, donc iliosécale, on peut proposer un anti-inflammatoire, un corticoïde d'action locale et qui a moins d'effets systémiques, d'effets secondaires systémiques, qui est le budesonide. Mais malheureusement, je vous ai dit, c'est très rare de trouver une maladie iliosécale isolée chez l'enfant. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça va très bien, Docteur Ziden. Alors, qu'est-ce qu'il faut proposer? Qu'est-ce qu'il faut proposer, par exemple, dans la maladie inflammatoire? Alors, si vous avez une maladie inflammatoire, un Crohn, avec un retentissement important sur la croissance, il ne faut pas hésiter à mettre votre enfant sous anti-TNF-alpha. C'est une recommandation internationale. Vous avez le droit de les mettre sous biothérapie. Alors, quelle est la position des sociétés savantes vis-à-vis des dérivés aminosalicylés? La salazopérine, pentasa, rovasa. Donc, ces médicaments-là, dans la maladie de Crohn, n'ont aucun intérêt. Sauf les recommandations disent pour certaines situations qui sont rares, des colites à minima dans la maladie de Crohn, chose qu'on ne trouve pas souvent dans la maladie de Crohn chez l'enfant. Par contre, ils ont une petite place dans la RCH, surtout si vous avez une symptomatologie qui n'est pas sévère. Donc, vous pouvez proposer des lavements, des suppositoires. Et si vous avez des formes étendues, donc on peut proposer la forme orale avec la forme locale. Et bien sûr, on peut aussi les proposer dans la RCH comme traitement d'entretien. Alors comment, on vient de voir comment induire la rémission. Maintenant, comment maintenir cette rémission? Alors, le maintien de la rémission en pédiatrie, on utilise souvent les immunosuppresseurs, l'azatioprine, l'Immurel, donc qui est un très bon médicament. Les études ont démontré que l'utilisation précoce de ces immunosuppresseurs est corrélée à une diminution du risque de la chirurgie. Alors, c'est des médicaments donc qui ont une action tardive, parce qu'il ne faut pas attendre à avoir un effet dans les semaines qui viennent. Le plus souvent, c'est plus de 3 mois pour dire que ce médicament est efficace. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'efficacité? C'est surtout l'espacement des rechutes et surtout le maintien de la rémission. Alors, on a l'azatioprine, on a le 6-1P, et si votre patient ne tolère pas l'azatioprine, donc on peut proposer le méthotrexate. Alors, maintenant, on va passer le traitement qui a bouleversé, qui a changé le visage thérapeutique des maladies inflammatoires de l'intestin. C'est les anti-TNF-alpha, des anticorps monoclonaux.
qui sont dirigés pour bloquer ces cytokines pro-inflammatoires. Alors, en Algérie, on a deux médicaments, l'infliximab et l'adalimumab. On a des plus similaires, bien sûr. On n'a pas les molécules mères qui ont la même chez l'enfant de plus de 6 ans. Alors, quand est-ce qu'on indique les anti-TNF-alpha? On les indique surtout dans les formes sévères, dans les formes corticorésistantes, réfractaires et surtout dans les fistules récidivantes ou là des formes, des lésions anopérinéales. Donc, il faut mettre ces malades d'emblée sous ce traitement. Alors, je vous montre, autre chose aussi, c'est très important de le savoir, c'est des médicaments, ils sont très efficaces, mais ils sont très agressifs, ils ont des effets secondaires, donc il faut faire attention pour la manipulation de ces médicaments. C'est des médicaments à usage hospitalier, et donc avant de commencer un traitement, il faut d'abord faire un bilan pré-thérapeutique. À savoir, il faut d'abord éliminer une infection aiguë non contrôlée. C'est le cas, par exemple, si vous avez une LAP, une lésion anopérinéale, il y a un abcès. Donc, il faut d'abord drainer, si possible, placer un séton si vous êtes devant une fistule. Traiter aussi par des antibiotiques cyprolenflagiles. Et quand vous êtes sûr que vous avez éliminé, que vous l'avez contrôlé cette infection, on peut commencer ce traitement. Alors, le deuxième point aussi, il faut éliminer une infection chronique à risque de réactivité grave, comme la tuberculose. On est un pays d'endémie. Donc, il faut faire attention. Il faut commencer jamais ce traitement si vous n'avez pas éliminé une tuberculose. Donc, cherchez le comptage, l'IRT, la radio du thorax et surtout le quantiférant, la demande du quantiférant. Aussi, la sérologie hépatite est très importante avant de commencer le traitement, notamment la sérologie de l'hépatite B. Et bien sûr, il faut, avant de commencer ce traitement, c'est très intéressant, très bien de mettre à jour la vaccination de ces enfants. Alors, je vous montre ici un travail du groupe francophone de pédiatrie et de gastroentérologie et nutrition pédiatrique qui a démontré l'efficacité dans l'induction de la rémission suite à un traitement par les anti-TNF-alpha chez des patients présentant une atteinte luminale ou des fistules ou la rémission qui avoisine les 85% des cas à la 10e semaine. Alors aussi, ils ont démontré que plus on donne ce traitement d'une manière programmée, l'efficacité est meilleure quand on donne ce traitement à la demande. Alors, avant de terminer, quelle est l'indication chirurgicale? Alors, quand est-ce qu'on propose la chirurgie? Alors, la chirurgie, bien sûr, c'est le malade se présente d'emblée dans un tableau chirurgical. Pour ne pas éviter, il faut qu'il passe par la chirurgie, surtout en cas de sténose grave, des fistules anopérinéales, des perforations, compression urétrale. Là, il faut que le chirurgien intervienne d'emblée. Par contre, si votre patient ne présente pas d'urgence chirurgicale, alors le grand principe de la chirurgie, c'est d'opérer les complications, limiter l'exérène et d'opérer à froid. Il ne faut jamais envoyer le malade en plein poussé. Il faut d'abord stabiliser, traiter l'inflammation et puis vous contactez le chirurgien. Un petit mot juste sur la chirurgie dans la RCH. On peut proposer, si votre patient ne répond pas à tout ce que je viens de citer comme arsenal thérapeutique, une colectomie avec anastomose ilio-rectale. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette présentation? Alors, le premier point, c'est l'augmentation de l'incidence des MIC pédiatriques, et j'insiste sur les VO-IBD, les Very Early Onset IBD. Le deuxième point, j'ai bien dit que les MIC pédiatriques sont volontiers associés à un retard de croissance, retard pubertaire, une malnutrition, avec des lésions plus étendues, une activité plus importante par rapport aux MIC de l'adulte. Donc, il faut prendre tout ça en considération quand vous choisissez tel ou tel traitement. Et que cette prise en charge thérapeutique, bien sûr, elle doit tenir compte de certaines particularités pédiatriques, notamment le retard de croissance. Et bien sûr, l'idéal, c'est de proposer une nutrition entérale qui est un élément majeur dans le traitement de la maladie de Crohn. Voilà, je vous ai remercié. Je ne sais pas si j'ai terminé. Normalement, c'est bon. Merci. Merci à vous. Merci, madame. Merci beaucoup pour cette conférence. Nous allons passer aux questions, si vous permettez. Mes amis Ziden, Boustara, Ara, si vous voulez intervenir, allez-y. La première question de M. Benhedi ou Madame Benhedi. Bonjour, professeur.
l'association de azathioprine et Rémicade dans la SCH compliquée en post-opératoire. La durée de traitement par l'azathioprine dans la maladie de Crohn, s'il y a une bonne évolution. C'est une très bonne question. Bon, je n'ai pas voulu en parler parce que j'avais pas assez de temps, 30 minutes, donc on ne peut pas tout dire. Alors, c'est très important. Ce que vous venez de citer, c'est ce qu'on appelle la combothérapie. La combothérapie, c'est l'association d'un immunosuppresseur à la biothérapie. Et le plus souvent, elle est proposée à ces enfants-là, soit dans la RCH, soit dans la maladie de Crohn. Donc, il faut toujours la première année de traitement, on propose les immunosuppresseurs associés aux anti-TNF-alpha, mais à condition, il faut que les immunosuppresseurs juste pour une année. Et puis, on arrête et on continue juste avec la biothérapie. Pourquoi cette combothérapie? Alors, cette combothérapie, elle est proposée surtout pour limiter la non-réponse à la biothérapie. C'est surtout le développement des anticorps anti-TNF-alpha. Alors, si on met le malade sous immunosuppression, donc on va diminuer cette probabilité et les enfants ne vont pas présenter des anticorps anti-TNF-alpha. Voilà, qui peuvent être une des raisons de la rechute ou la non-réponse au traitement. Voilà. Donc, ça, c'est donc les immunosuppresseurs. Si vous les utilisez avec la biothérapie, il ne faut pas que ça dépasse une année. D'accord? Par contre, la biothérapie, jusqu'à ce jour, il n'y a aucune étude, il n'y a aucune structure spécialisée qui vous dit qu'il faut aller c'est-à-dire qui vous propose, qui vous donne un délai. Donc, c'est des cas par cas. C'est à vous de voir en fonction de l'évolution, mais on peut les utiliser pendant même des années. Donc, il ne faut pas avoir peur si vous contrôlez très, très bien votre patient sur tous les plans. Et pour les immunosuppresseurs, en dehors de la biothérapie, on peut les proposer pendant des années, justement, pour maintenir la rémission, il n'y a pas de risque. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, bien. Merci, docteur, professeur Mimouna. C'est vraiment, je peux intervenir là? Oui, bien sûr. Absolument. Vraiment, c'est une très belle présentation. Je te remercie de mon profond cœur. Et je considère que pratiquement, on a un pôle de prise de charge à l'ouest du pays. Je veux juste intervenir par rapport aux formes précoces, c'est-à-dire les IBD, voilà. Donc, on a quand même un problème d'orientation, de prise en charge. Est-ce qu'il y a un circuit pour explorer ce type de forme monogénique qu'on n'arrive pas pratiquement à vraiment les cerner et les prendre en charge? Et c'est une très bonne question. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté, parce que la plupart ne connaissent pas cette entité déjà. Oui, d'accord. Oui. Il faut que les gens connaissent cette entité. D'accord, pour qu'on puisse les diagnostiquer. Et comment on diagnostique ces cas-là? En général, c'est des enfants, des nourrissons qui présentent la même symptomatologie, le contraire, une symptomatologie plus sévère. Moi, personnellement, j'ai un nourrisson qui présente des fistules multiples de la région anopérinéale avec un retard de croissance. C'est une forme monogénique. Alors, le gène impliqué, il est connu. Hein. Les grands centres, ils demandent juste le séquençage de ce gène, qui est le IL10. Donc, voilà, qui est responsable de cette pathologie. La symptomatologie est très sévère. Alors, le problème, c'est pas les diagnostics dans un centre spécialisé, on arrive à diagnostiquer. Le problème, c'est comment traiter. Alors, à l'étranger, dans un centre spécialisé, par exemple à Necker, ils proposent, même chez un nourrisson, ils proposent la biothérapie, ils tapent très fort. Ils donnent même des doses hors AMM. Par contre, dans notre contexte, moi, personnellement, je ne prends pas ce risque. Parce qu'on n'a pas l'AMM, et s'il y arrive quoi que ce soit, je suis dans des problèmes juridiques. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, par exemple, pour un de mes malades, d'ailleurs, il habite Mascara. Donc, qu'est-ce qu'on a proposé? Donc, j'ai proposé une colostomie de décharge. Donc, pour mettre en repos la région anopérinéale, donc il faut dériver le flux fécal pendant plusieurs années. L'enfant a actuellement 5 ans, elle a très bien évolué, elle a grandi d'ailleurs.
et aussi les lésions un petit peu diminuées. Alors, j'attends que l'enfant atteint les 6 ans pour établir la continuité. Et si je vois que la symptomatologie a repris, je lui propose un traitement par cette biothérapie. Mais par contre, c'est vrai, vous avez raison, Dr Ziden, il faut en parler. Parce que la plupart ne connaissent pas cette pathologie. Et j'en suis sûre, elle est fréquente dans notre contexte, vu la consanguinité et tout ce qui se suit. Exactement. J'ai un cas, pardon, j'ai un cas il a actuellement 2 ans. Voilà. C'est un crohn-like endoscopique, le bilan, etc. J'étais obligé de le mettre sous corticothérapie parce que c'était une forme quand même sévère. Vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix. Au bout de 2 mois, au bout de 2 mois, bon, avec la dégression du traitement, j'avais pas le choix et je l'ai mis sous Humurel. Il est actuellement sous Humurel. Et maintenant, pour ce qui est de la biothérapie, etc., je crois que bon, le bilan immunitaire, on n'arrive pas à, par exemple, le bilan standard de tout ce qui est sous-population lymphocytaire, tout ce qui est immunoglobuline, etc., tout est bon. Mais il a une forme particulière, probablement, il nécessite une enquête génétique. Maintenant, Humurel, pratiquement plus ou moins, mais je crois que c'est vrai qu'une biothérapie même… C'est des formes sévères, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas facile de juguler l'inflammation. Vous avez bien fait de le mettre sur Humurel. Moi, personnellement, aussi, mon malade, je l'ai mis sur Humurel. C'est très bien. Non, c'est efficace Humurel dans cette situation-là. Très bien. Le temps de les mettre sous biothérapie. Exactement. Si vous permettez mon intervention, je te remercie énormément, Mimouna, pour cette excellente conférence. Je remercie aussi professeur Van der Plas avant vous pour son excellente intervention aussi. Vu que j'ai pratiqué un temps les Mickey, les difficultés qu'avait toute l'équipe, je pense qu'il existe jusqu'à maintenant, c'est plusieurs difficultés. L'arrêt de l'alimentation, par exemple, l'arrêt pour mettre au confort le tube digestif, ça c'est une difficulté. La deuxième difficulté, c'est une grande difficulté, c'est que les anapathes souvent ne concluent pas. Je pense que Dr Ziden l'a écrit dans une de ses interventions écrites. Les anapathes ne veulent pas se mouiller. Donc, ils nous disent ni Crohn, ni RCH, ni tuberculose, ni rien du tout. Donc, je pense que tu avais mis sur ta conférence une plaque très intéressante. J'aurais aimé que tu t'étales plus concernant l'anapathe. L'anapathe est très importante parce qu'on peut être amené à décider nous-mêmes, pédiatres et gastro-pédiatres. Et la troisième, une question, la grande difficulté de diagnostiquer, de faire la différence entre la tuberculose et les MIC. Voilà mes questions, interventions. Oui, merci Assia, ça prouve que… Merci. Effectivement, c'est des problèmes qu'on rencontre tous les jours, des MIC. Donc, on n'a pas les moyens déjà pour le diagnostic, on n'a pas d'endoscopie, tu le sais très très bien. Et même pour la prise en charge sur le plan, tu as évoqué un problème de la nutrition. La nutrition, alors s'il est malade, il y a certains patients qui ramènent le modulin, c'est bon, donc on traite avec le modulin, mais certains patients qui viennent dénutris dans un état très grave, on leur propose carrément une nutrition parentérale. Mais ce qu'on a comme produit de nutrition parentérale, on ne peut pas les utiliser pour une durée plus de 1 mois. Parce que c'est une voie périphérique, alors qu'à l'étranger, on a des diètes de nutrition parentérale, par contre, qu'on peut les proposer pendant une durée qui dépasse les 3 mois, chose qu'on n'a pas. Alors, là, on travaille avec les moyens de bord, on met l'enfant au moins avec le mois, on essaye de le remonter, donc on fait un arrêt thérapeutique, un arrêt de tout traitement de l'alimentation, et on leur propose une nutrition parentérale de courte durée qui peut aller jusqu'à 1 mois. Le temps qu'on fasse le point, on leur propose autre chose. Alors, ça concernant l'anapathe, je n'ai pas voulu étaler parce que, croyez-moi, les médecins anapathes connaissent très très bien les deux pathologies. Voilà. Alors,
Justement, parce qu'ils n'ont pas assez d'éléments en faveur d'un Crohn ni de RCH, donc il faut considérer ta pathologie comme étant une colite inclassée. Et là, ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est pas une, c'est-à-dire vous pouvez proposer le traitement qu'il faut, parce que vous avez, on l'a bien dit, le diagnostic ne repose pas sur l'anapathe. C'est un patient. À la clinique. Voilà, j'ai la clinique, j'ai l'endoscopie, donc ça me suffit. Donc, je suis effectivement devant une colite, un classé ou un Crohn. Le traitement, vous avez vu, c'est pareil. Donc, c'est le même arsenal thérapeutique qu'on peut le proposer pour ces différentes formes. La troisième question, je ne me rappelle pas. C'est la difficulté qu'on a entre la tuberculose très bien. C'est une très bonne question. Et la maladie de Crohn. Oui, c'est une très bonne question. Ben, justement, la dernière fois, j'ai parlé avec le Dr Larache qui fait une thèse sur les TBC extra-pulmonaires et elle était étonnée de voir que notre service, vraiment, il y a des cas, presque tous les jours, on a une TBC intestinale. Effectivement, donc il faut faire attention. Donc il faut justement, il y a donc comment attirer l'attention, donc presque la symptomatique. Oui. La pathologie se ressemble. Donc, il faut éliminer systématiquement la tuberculose intestinale avant de proposer. Alors, on a certains arguments. Bien sûr, le comptage, des trucs que vous connaissez tous, le comptage didiatique, etc. Si vous suspectez fortement une tuberculose, et surtout si vous voulez mettre l'enfant sous anti-TNF-alpha devant une forme sévère, alors je vous conseille de ne pas commencer aucun traitement, c'est-à-dire le quantiferant, avant de décider quoi que ce soit. Alors, il y a certaines caractéristiques aussi qui peuvent orientés pour la TBC. Par exemple, il y a certains signes endoscopiques qui peuvent dire qu'on est devant soit une maladie inflammatoire ou une TBC. Par exemple, l'aspect des lésions. Si les lésions sont longitudinales, je ne sais pas si le docteur Zidane peut nous le confirmer, si les lésions sont longitudinales, c'est plus en faveur d'une maladie inflammatoire. S'ils sont transverses, c'est plus en faveur d'une tuberculose intestinale. Donc voilà, il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas s'amuser à donner surtout les anti-TNF-alpha chez un enfant qui présente une TBC intestinale. Là, on va le massacrer. Voilà. Merci. Je peux intervenir? Oui. Vas-y, M. Kabouya. Allez-y. Je te remercie beaucoup pour cette Sahraoui, pour cette communication magnifique, très claire, très claire et surtout pratique. Par contre, moi, je voulais, c'est beaucoup plus une remarque qu'une. C'est vrai que les derniers temps, on commence à avoir un peu plus des cas de plus en plus fréquents de Crohn et de forme beaucoup plus précoce. Ça, c'est vrai. Et je pense qu'à mon avis, le mode d'accouchement et le mode d'allaitement y est pour quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Ma deuxième question, parfois, les difficultés, c'est surtout cette difficulté, effectivement, de ce que le professeur Bouchara a évoqué, c'est l'anapathe. Et on a souvent des enfants qui, malheureusement, sont retardés dans leur diagnostic à cause de l'anapathe. Souvent, on a des anapathes qui ne sont pas très contributifs. Et donc, on fait appel à notre clinique. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis tout à fait d'accord avec vous, Dr Kabouya. Effectivement, l'anapathe, il ne faut pas arrêter à l'anapathe, il ne faut pas, le contraire, il ne faut pas retarder le traitement. Alors, si vous avez assez d'arguments cliniques, endoscopiques, je ne vois pas pourquoi vous retardez le traitement à cause de l'anapathe. Donc, soit un Crohn ou en pratique, on retarde à cause de cette anapathe. Non, il ne faut pas retarder. Justement, moi, je vous dis qu'il ne faut pas retarder. Donc, il faut commencer le traitement. Donc, il n'y a pas c'est-à-dire un problème par rapport à un tel ou tel traitement par rapport à ces formes, soit le Crohn, soit la RCH. Alors, pour ce qui est des formes monogéniques, les formes précoces, vous avez raison. Effectivement, on voit de plus en plus. Et pour la pathogénie, moi, je suis persuadé que le mode d'allaitement et le mode d'accouchement. Ça, c'est sûr. Et ils ont été impliqués. Moi, je connais un petit peu. Donc, il y a certaines études qui ont démontré effectivement ce que vous venez de citer un impact sur le développement de ces pathologies-là, mais ce n'est pas clair jusqu'à ce jour. Ce n'est pas très clair.
Je pense qu'il existe d'autres facteurs, sans oublier le facteur génétique, surtout dans notre contexte. Notre contexte, la consanguinité, donc il faut attendre à avoir de plus en plus de formes jeunes, même par rapport à des centres spécialisés en Europe. Parce que nous, on a la consanguinité. Qui dit consanguinité, des formes monogéniques, alors il faut s'attendre à voir ces cas-là. Voilà. Ouais. Par contre, moi, j'aimerais bien insister sur la possibilité de créer un registre. C'est le plus important. On ne connaît pas l'incidence des NICI pédiatriques en Algérie. C'est grave, ça. Donc, si chaque wilaya prend en charge et crée son propre registre, c'est l'idéal. Donc, si on arrive à recenser, nos cas, donc on peut savoir, on peut prévoir qu'est-ce qu'on peut proposer tel ou tel traitement dans la prise en charge de ces patients-là. Et actuellement, Gastro, il y a combien de malades? Oui, allez-y. Si vous avez un chiffre, Mimouna, est-ce que vous avez un nombre de malades connus? Oui. Bon, on a tout un registre du service qui est informatisé. Lors de 2015 jusqu'à ce jour, on a entre 80 et 90 cas. Quand même, c'est énorme. Et tous les jours, on a au moins 2 à 3 cas. Et au moins un cas par semaine. Un nouveau cas par semaine. Donc, croyez-moi, c'est énorme. Hein. C'est énorme quand même. En 2015, il y avait 30, si mes souvenirs sont bons. Après. Oui, c'est énorme. Oui, on a beaucoup. Pardon, Mimouna, il y a des procédures pour créer ce registre? Bien sûr, il faut que tous les médecins se serrent les coudes et doivent, par exemple, donner leurs chiffres. Enfin, je ne sais pas, il faut que quelqu'un, un pilote, je ne sais pas, peut-être que la SPO prend ça en charge. Donc, il faut que tous les médecins proposent leur lot, c'est-à-dire combien ils ont, combien de malades dans la wilaya d'Oran. Le problème de ces maladies par rapport, par exemple, vous allez me dire le diabète. Le diabète, c'est plus facile parce que le diabète, il faut que, c'est pas les médecins libéraux qui suivent ça. C'est en général, c'est des centres spécialisés, Saint-Michel, Hnaya, ou là. Donc, c'est très facile de créer un registre. Dans les maladies inflammatoires, tous les médecins libéraux, j'en suis sûre, ont des maladies inflammatoires. Les gastrologues aussi adultes, ils suivent ces maladies. Donc, c'est très difficile, c'est vrai, de créer un registre. Mais je ne sais pas, peut-être qu'on peut se mettre d'accord et voilà, serrer les coudes avec les gastrologues adultes aussi. On doit les impliquer. Ça serait intéressant de faire une journée, par exemple, en associant les pédiatres et les gastrologues pour qu'on puisse travailler ensemble pour le développement, la création. Les épidémiologues aussi. Oui, bien sûr. Pour nous donner une idée sur le registre, qu'est-ce qu'on est... On n'a pas besoin. Le registre, c'est quoi? Donc, identifier le malade, nom, prénom, la date de naissance, l'origine, et le numéro de dossier. C'est tout. Hein. On a besoin que de ça. Ouais, on n'a pas besoin d'épidémiologue. Très bien. Pourquoi pas? Mes amis, nous avons une dizaine ou plus de questions. Nous allons faire un peu plus. Le docteur Sbaal vous demande comment expliquez-vous le retard de croissance dans les maladies inflammatoires? Oui, très bien, c'est une très belle question. Bon, je n'ai pas voulu étaler sur ça. Effectivement, le retard de croissance, il est expliqué par deux choses. Soit par un problème de malabsorption, hein, le cas dans la maladie de Crohn surtout, le plus souvent dans la maladie de Crohn, on l'a bien dit, l'inflammation touche de l'intestin, de la bouche jusqu'à l'anus, ça veut dire qu'il y a une atteinte du grêle. Et le grêle, c'est le site d'absorption, donc si le grêle est inflammé, donc ça passe pas. Donc tout ce qui est micronutriments, et à fur et à mesure, donc ça retentit sur la croissance. Alors le deuxième mécanisme, c'est les cytokines pro-inflammatoires. Ils ont un effet néfaste sur la croissance. Voilà. C'est ça, les deux mécanismes, soit malabsorption, soit les cytokines pro-inflammatoires aussi qui bloquent aussi la croissance. Docteur Beyzi te demande, est-ce qu'une échographie normale avec un bilan inflammatoire négatif permet d'écarter une maladie inflammatoire intestinale? Alors, si vous avez à l'échographie un épaississement intestinal, il faut le prendre en considération, hein, parce que, et pour le bilan inflammatoire, si votre patient est immunodéprimé, le bilan est négatif. Donc, moi, je donne beaucoup d'importance à l'échographie. Beaucoup de médecins ne connaissent pas l'importance, l'intérêt de l'échographie. C'est un très bon examen. Et croyez-moi, il va vous orienter et avec une sensibilité spécifique très élevée. Voilà. Donc, si vous avez un épaississement, il faut le prendre en considération, continuer d'investiguer, même si votre bilan biologique est négatif.
Surtout, peut-être si le malade est un immunodéprimé. C'est pour ça qu'il a un bilan négatif. Donc, il y a d'autres moyens à explorer. Il y a une autre question. Chez des parents avec des myquies sévères, le dépistage des enfants s'impose-t-il malgré l'absence de signes d'appel? Qu'est-ce que vous voulez dire par le dépistage? Le dépistage, nous, personnellement, c'est vrai, on a dit que l'empreinte familiale, elle est de 30% des cas. Et chaque fois on a un malade, on trouve que dans la famille, il y a un cas. Alors, pour les autres enfants, actuellement, on n'a pas de moyen de dépistage bien codifié, même à l'étranger. Donc, c'est des cas par cas. Donc, on dit aux parents, si votre patient fait n'importe quel signe qui vous inquiète, donc, par exemple, une symptomatologie digestive ou un retard de croissance, là, il faut qu'ils consultent et là, on commence la procédure de dépistage avec un bilan biologique, bien sûr, l'examen, bien sûr, la clinique et tout ce qui se suit par la suite. Un médecin, M. Slimane Bouasbana, vous demande est-ce qu'il y a un régime alimentaire spécial pour les Mickey et est-ce qu'on doit donner ce régime même entre les poussées? Justement, en pédiatrie, le régime n'a aucun intérêt. On a toujours dit avant que le régime sans fibre chez l'enfant n'a pas vraiment sa place chez l'enfant. Donc, moi personnellement, je propose jamais le régime sans résidus. Même en phase aiguë, je propose pas. Donc, le contraire, il faut se focaliser sur la bonne prise en charge, le bon traitement. Alors, si j'ai un cas sévère, malade dénutri, je propose une alimentation parentérale, le temps qu'il se rétablit un petit peu, le temps que je lui trouve, qu'est-ce que je dois lui donner comme traitement. Il y a une autre question. Si on arrive à prescrire la biothérapie ici chez un malade qui est déjà sous azathioprine, est-ce qu'on doit maintenir ce dernier? Un malade, c'est une très bonne question. Par exemple, un malade qui était sous corticoïdes, azathioprine, et à un certain moment, le malade présente une rechute, il ne répond pas aux corticoïdes. Dans ces cas-là, donc, une fois que vous mettez l'enfant sous biothérapie, on maintient l'azathioprine pendant une année, et puis on arrête. Parce que, pourquoi une année? Pourquoi on ne continue pas pendant plusieurs années? Parce qu'il y a un risque de développement tumoral, des tumeurs malignes qu'il faut éviter. Donc, pour éviter ça, donc il ne faut pas que ça dépasse une année. Parce que deux traitements lourds, c'est quand même, c'est pas beau à voir. En cas de Crohn avec retard spatio-pondéral de sévérité modérée, on donne juste ASA ou une biothérapie? Un retard, ça dépend l'âge. Premièrement, ça dépend l'âge. Donc, dans ces cas modérés-là, qu'est-ce que vous allez proposer? Un petit retard de croissance. Alors, si votre enfant est à un âge moins de, par exemple, 7 ans, 6 ans, je donne des corticoïdes. Si je n'ai pas la nutrition parentérale. Par contre, si l'enfant est en phase pubertaire, il est en pleine croissance. Je ne vais pas casser sa croissance. C'est-à-dire, on a l'AMM, donc je peux le mettre d'emblée sur biothérapie. Il n'y a aucun risque de le mettre sur biothérapie pour éviter qu'on casse sa croissance. Donc, c'est l'âge. L'âge, bien sûr, la sévérité, comme vous venez de le dire, la sévérité aussi a sa place pour le choix du traitement. Est-ce que vous disposez de la biothérapie d'une manière régulière? Ah oui. Heureusement. Alhamdoulilah, c'est la seule chose qu'on dispose actuellement, donc on n'a pas de problème. Une fois donc on a un malade, on met une demande à la pharmacie, c'est des demandes nominatives par malade. Donc, jibna le quota sans aucun problème et on les met sous traitement sans aucun problème. Soit l'infliximab, soit l'adalimumab. Alors, pour moi, personnellement, j'utilise l'infliximab surtout pour les formes graves. Il est plus efficace que l'adalimumab, surtout dans les formes fistulisantes, les lésions anopérinéales, les sténoses. Donc, il vaut mieux opter pour l'infliximab. Les autres cas, les corticorésistants, corticodépendants, on peut proposer l'adalimumab. Alors, si un patient, on peut avoir ça, qui ne répond pas à telle ou telle biothérapie, ça existe. Nous avons ce problème dans notre contexte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces cas-là, on peut, ce qu'on appelle switch
vers une autre biothérapie. On change. Par exemple, si le malade était, bien sûr, il faut chercher la cause. La cause, des fois, c'est des simples infections, donc une parasitose qui peut être à l'origine d'une rechute clinique. La deuxième des choses, il faut chercher les anticorps. Il faut demander le taux, déjà, le taux résiduel de l'infliximab au niveau du sang. Hein. Il faut le demander pour voir est-ce que c'est efficace la dose que vous donnez à votre patient. Et la troisième des choses, il faut demander les anticorps anti-monoclonaux, anti-infliximab. Et s'ils sont présents, ça veut dire que votre patient, il résiste à cette biothérapie. Et dans ce cas-là, il faut switcher. Il faut changer vers un autre, vers l'adalimumab et vice-versa. Voilà. Pardon, en externe, Humira mieux que l'adalimumab. Oui, parce que c'est en sous-cutané, donc oui. Mais attention, ces médicaments, ils sont à usage hospitalier. Donc, vous n'avez pas le droit de les prescrire. Enfin, ça n'existe pas dans les pharmacies. Mais dans la continuité du traitement d'ordre de l'hôpital Humira, on peut l'utiliser, hein? Non? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Non. C'est des médicaments qui coûtent très, très cher et à usage hospitalier. Par contre, c'est-à-dire c'est vrai, donc le malade, c'est un traitement simple, en sous-cutané, ça ne pose pas de problème, l'adalimumab. Par contre, l'infliximab, c'est en IV. Oui. Alors, ça va nous rebondir sur une question. D'après vous, et vu la situation de la santé dans notre pays, les MICI peuvent-elles être prises en charge en externe ou en milieu hospitalier? Ça dépend, bon, c'est une question difficile, hein. Je vous ai dit, donc, on ne peut pas dire ça ou ça, parce que c'est cas par cas. Voilà, les cas sévères, je pense qu'il vaut mieux les suivre à l'hôpital, hein, les formes sténosantes, les fistules, donc ce n'est pas des cas à suivre, hein, honnêtement, en externe. Par contre, la RCH n'est pas vraiment une pathologie vraiment lourde comme la maladie de Crohn, hein, chez l'enfant, donc vous pouvez la suivre en externe en proposant les dérivés, les 5-casa, le pentasa, rovasa et tout ce qui se suit, donc vous pouvez les traiter avec ça. Par contre, la maladie de Crohn sévère, moi je suis pour l'hospital, c'est-à-dire la prise en charge hospitalière. Peut-on avoir dans ce cas-là une collaboration entre l'hôpital et tout ce qui est libéral, externe pour la prise en charge? Oui, avec plaisir, bien sûr. Nous avons toujours pris des cas de nos confrères médecins libéraux, donc nous avons toujours pris des cas qui présentent ce genre de pathologie. Il n'y a aucun problème. Docteur Baïzi, je vous demande, vous préférez Humira ou méthotrexate qui a moins d'effets secondaires? Méthotrexate, moi personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, l'Humira, c'est un très bon médicament. Le contraire, il faut d'abord opter par l'Humira. Et en cas d'intolérance, vous pouvez opter pour le méthotrexate. Mais moi, personnellement, je n'ai pas eu de problème. Sauf pour un patient qui a présenté une pancréatite chronique. C'était un cas très sévère. Il avait une pancréatite, il avait une cholangite sclérosante aussi. Donc, c'était un cas sévère où j'ai arrêté carrément ces immunosuppresseurs. Je n'ai pas voulu continuer avec. Alors, une autre question de Dr. Biedi qui a donné beaucoup de questions. On la remercie. Pour une première poussée, est-ce qu'on associe les corticoïdes avec l'azathioprine ou on commence corticoïdes pendant 2 semaines, puis en fonction, on associe l'azathioprine? C'est une très bonne question. Bon, les recommandations, qu'est-ce qu'elles disent? Les immunosuppresseurs en seconde position, c'est-à-dire en cas de corticorésistance, corticodépendant. Mais si vous avez dès le début un cas sévère, il dit par exemple d'emblée des sténoses ou des pustules, c'est-à-dire ce que j'ai vu à l'hôpital Necker, donc il vaut mieux les mettre, même moi personnellement, je les mets d'emblée sous immunosuppresseurs. J'attends pas, parce que je vous ai dit, plus on met ces patients sous immunosuppresseurs, plus l'efficacité est meilleure. Et on a de moins en moins recours à la chirurgie. Voilà. Si le cas est sévère, il faut les commencer dès le début. Il ne faut pas attendre. Merci. Monsieur Zidane, vous avez des commentaires? Madame. Vous m'entendez là? Oui, oui, j'entends très bien. Oui. Très bien. Et aussi pour ce problème de nutrition entérale exclusive qu'on n'a pas jusqu'à présent et que j'ai demandé ailleurs et même nos collègues français,
nous disent que c'est possible d'utiliser, par exemple, n'importe quelle nutrition entérale si vous n'avez pas l'IBD. L'IBD, c'est le choix parce qu'il contient le facteur de croissance, etc. Mais par exemple, utiliser, je ne sais pas si on a la possibilité d'utiliser un complément alimentaire, par exemple, tout seul, en nutrition entérale exclusive, pendant 2 mois, et il paraît que ça donne des résultats. Est-ce que c'est vrai ou pas? Dans notre contexte, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ailleurs. Premièrement, on n'a pas carrément des produits polymériques de nutritionnels. Non, on n'a pas ces produits, donc on ne peut même pas en parler. D'accord? On n'a pas, même à Alger, c'est-à-dire ils n'ont pas ces produits polymériques qu'on peut les utiliser. Malheureusement, là, on n'a pas le choix. Donc, soit avec le modulène, si vous n'avez pas modulène, il faut opter chercher une autre solution. Moi, par exemple, si j'ai des cas sévères, je commence par une nutrition parentérale exclusive pendant 1 mois, le temps de mettre l'enfant sous biothérapie ou la corticothérapie, ou je ne sais pas, n'importe quel traitement. Voilà. Donc, pour ce qui est des compléments alimentaires, c'est des compléments en général, si on les regarde très très bien, ce qu'il y a sur le marché, c'est des laits, enfin, c'est des produits avec du lactose, c'est des malades là ne tolèrent pas le lactose. Et ce qui est bien dans le modulène, c'est ce facteur de croissance. C'est le facteur de croissance qui a un effet modulateur, pardon, de l'inflammation. C'est ça c'est-à-dire qu'on préconise chez ces patients-là parce qu'il va gérer cette inflammation. Sinon, les compléments alimentaires, ils n'ont aucun effet sur l'inflammation. Hein. Merci Mimouna. Merci beaucoup, professeur Boussahraoui. Je vous en prie. Merci. Merci. Monsieur Kabouya, un commentaire? Tout d'abord, je remercie les intervenants et puis en leur demandant également d'intervenir ultérieurement si on en a besoin. Merci beaucoup. Surtout avec des thèmes aussi intéressants, et ça nous ouvre un petit peu le débat pour d'autres trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à vous. Merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci aux conférenciers, aux organisateurs. Merci à tous. À très bientôt. Allez, au revoir. Merci. Je remercie ceux qui ont participé, ceux qui sont avec nous depuis 8h du matin, 8h30. Les intervenants. À bientôt. Suivez-nous sur Facebook, sur notre site, sur YouTube. Au revoir. Salam alaikum. Covid. Au revoir.